je crois qu'on pose toujours mal le problème de l'égalité, et l'égalité des chances. Évidemment, s'il y avait d'un côté des écoles équipées, des gamins qui ont du matériel, et de l'autre côté des écoles qui ne sont pas, et des gamins qui n'ont pas, l'égalité des chances n'est pas respectée, pas plus que si d'un côté il y a des bibliothèques et des crayons, et de l'autre, des bibliothèques et des crayons. Mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe, et je voudrais évoquer un mémoire d'étudiants que nous avions fait passer il y a quelques années, et qui était chargé par le Conseil général des Landes, qui je l'espère n'est pas représenté ici, d'étudier les effets de la distribution d'une mallette informatique à tous les élèves des Landes. Et cet étudiant qui avait lu les grands sociologues, Dieu en particulier, avait montré que les effets étaient inégalitaires parce que les gamins qui avaient chez eux des parents disponibles, maîtrisant eux-mêmes ces techniques, s'en sortent mieux que les autres. Et un collègue lui avait dit, tu as parfaitement raison, je propose donc qu'on interdise ces mallettes informatiques, et j'en profite pour dire aussi qu'il faudrait interdire l'apprentissage de la lecture, parce que dès qu'on apprend à lire à des enfants, au fond, les enfants dont les parents savent déjà lire s'en tirent mieux que les autres. Donc, il y a quelque chose d'une horrible fatalité dans le monde scolaire, c'est que le système scolaire est une machine qui transforme à peu près toutes les différences en inégalités. C'est quelque chose comme une... Alors on dirait une fée si on y croit, on dirait une sorcière si on n'y croit pas, mais c'est fatal. Vous apprenez l'anglais, crac, vous les classez. Bon, voilà. Et même si les mauvais parlent très bien anglais, le fait qu'ils parleront moins bien anglais que ceux qui parlent très bien anglais fera que leur capacité est devenue un handicap. C'est comme ça, faisons... contre nécessité, vertu, etc. Alors ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est mon expérience à moi d'enseignant qui relève complètement du Moyen-Âge, qui prend des notes avec un stylo, qui écrit des livres en papier, un truc très très étrange, et qui a affaire à des étudiants où là j'ai véritablement le sentiment, sans porter aucun jugement là-dessus, qu'il y a vraiment une révolution anthropologique qui s'opère sous nos yeux. C'est vraiment une impression que j'ai extrêmement forte. D'abord, le sentiment, qui n'est peut-être pas vrai, mais le sentiment que toute information est disponible, c'est complètement installé, il suffit d'y aller, de chercher, et ça n'est pas quand même totalement faux. J'ai eu le bonheur d'enseigner dans des universités américaines, quand même. Quand vous avez la totalité de la bibliothèque de Harvard dans une machine qui n'est pas plus grande que ça rassure. Bon, d'une part. J'ai eu d'autre part le sentiment que ça changeait, et je ne sais pas dire comment, mais j'ai l'impression que ça change le style cognitif. Je ne sais pas ma spécialité. Mais après tout, les anthropologues ont montré qu'une des grandes révolutions anthropologiques, ça a été l'accès à l'écriture et à la lecture, parce que la mémoire s'objectivait et qu'elle ne passait plus par des ancêtres qui radotaient éternellement la même histoire. Bon. Ça a permis d'inventer des petits détails comme les religions monothéistes et ce genre d'affaires dont nous avons toujours à nous féliciter. Ça accumule les connaissances, etc. J'ai le sentiment, mais je n'ai pas de capacité là-dessus, que cognitivement, c'est plus comme ça que ça marche. Par exemple, il m'apparaît que les étudiants trouvent que lire intégralement un livre de 400 pages est un exercice un peu ridicule, et peut-être n'ont-ils pas tort. Parce que moi, quand je lisais un livre de 400 pages, je l'avais acheté, il pesait, je devais me le taper. Bon, je sautais évidemment quand même. Mais eux ne sont pas du tout tenus de faire ça, puisqu'ils peuvent immédiatement sauter, et je dois dire que les travaux qu'ils rendent sont quelquefois assez impressionnants. C'est-à-dire que je suis bien obligé de constater que ça ne les a pas tous rendus idiots. Loin de là. Évidemment, il y a des aspects désagréables. Quand je dis debout et que j'ai l'impression qu'ils prennent des notes, en réalité, ils surfent sur Internet, mais au fond, il y a 15 ans, ils faisaient des petits dessins dans la marge, ils faisaient des Mickey, pourquoi pas. Mais je crois que là, nous avons un véritable problème, me semble-t-il, qui est que j'ai le sentiment que le processus d'apprentissage n'est plus de même nature.
puis il y a le processus d'interaction que proposent ces technologies, dont on voit d'ailleurs à l'école qu'il est le support des amitiés, et aussi des modes de harcèlement abominables qui peuvent se faire, où on décide de tuer quelqu'un sur Internet. Pogo doit connaître ça, on fait des rumeurs, etc. Donc, il faut prendre ça beaucoup plus que la question de l'égalité, qui est une question au fond assez classique. Je crois que la question de la rupture se pose très tôt. Ce que je dois dire aussi, c'est que cette question-là, tout ce que nous a appris la sociologie sur les technologies, c'est qu'au fond, il n'y a jamais eu de déterminisme technologique, contrairement à ce qu'on imagine, c'est-à-dire que les technologies font ce que les sociétés leur font faire. Je veux dire que on pourrait faire une télévision intelligente. C'est pas la télévision qui est... voilà. Un piano ne joue pas forcément le son. Il suffit que le pianiste fait ça. Bon. Eh bien, je crois que là-dessus, le véritable problème qui nous est posé, et je ne suis pas complètement de l'avis de Denis Kouchner, c'est que, de toute façon, les gamins sont là-dedans. Et que si l'école se met dans une position de résistance hautaine, elle qui a déjà si peu d'emprise sur le développement intellectuel des élèves, risque d'en avoir plus du tout. On serait dans la situation d'enseignants qui savent lire en latin et qui s'adresseraient en latin à des élèves qui parlent et qui lisent dans une autre langue. Enfin, j'ai l'impression qu'on est un peu menacé par ce genre d'affaires. Ce que j'ai vu, j'étais la semaine dernière en Finlande. Alors, la Finlande est très agaçante parce que c'est un pays petit, homogène, luthérien, donc triste, menacé par les Russes, ce qui n'est pas sympathique, par les Suédois qui sont beaucoup moins sympathiques historiquement qu'on l'imagine, dans lequel il fait un froid de canard, donc c'est un pays vertueux. Mais force est de constater que quand on entre dans n'importe quelle salle de classe, on est absolument impressionné de voir que le maître est beaucoup plus actif qu'il ne l'est chez nous, beaucoup plus actif. C'est-à-dire que la densité des messages, des informations qui fait passer, des interactions est beaucoup plus forte, et tout le monde est calmé de partout là-dedans. Donc le maître ne disparaît pas. C'est le moins qu'on puisse dire, le maître ne disparaît pas. Voir l'école se prolonge. Si tous les élèves ont le mail du maître, c'était le cas en Finlande, l'élève qui n'a pas compris peut considérer que le maître doit lui réexpliquer le soir quand il est chez lui. Et le maître câblé se sent obligé de le faire. Parce que, après tout, c'est le prolongement de l'interaction scolaire. Donc, je ne veux pas donner une image extraordinaire, mais je veux dire que dans certains contextes, vous avez l'impression que la technologie a été complètement avalée, mais avalée par un modèle pédagogique qui lui préexistait totalement. Ça n'a pas changé l'imaginaire pédagogique. Mais le modèle pédagogique a complètement changé. Ce qui change aussi, évidemment, c'est la nature des évaluations. Dans un système comme ça, faire une dissertation en 4 heures, ça paraît très étrange. C'est comme si vous entraîniez des gens à jouer au tennis et que vous leur disiez, bon maintenant, on fait une épreuve que vous voulez partager, c'est plus du tennis, c'est de la natation, c'est à peu près le même niveau. Donc, il faut changer le mode d'évaluation. Et ça posera des résistances considérables. Et enfin, le couple, aujourd'hui, nous avons vécu il y a 15 ans en France, vous le savez, une querelle que le monde entier nous a enviée parce qu'il n'a jamais comprise, que posaient les pédagogues aux républicains. Querelle qui pour moi reste un mystère théologique absolu. Je ne vois pas en quoi la République s'enseigne d'elle-même et ce que serait une pédagogie qui n'aurait rien à dire. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de recréer une querelle pédagogique entre les compétences. Les petits doigts qui galopent sur les écrans et les connaissances qui seraient figées dans le marbre et dans l'éternité. Je crois que si on continue à s'offrir ce style de querelle, ces technologies, nous pourrons d'autant mieux les dénoncer que nous n'aurons même pas fait l'effort de les maîtriser. Or, je suis à peu près convaincu qu'elles ont un changement profond de peut-être même, diraient mes collègues de neurosciences, qui sont dans la même université, peut-être même
un changement profond des modes de connexion des neurones dans la machine qui nous sert de cerveau. Merci.